Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand on a préparé cette table ronde, on avait tellement de choses à dire. Donc ce que je vous propose, c'est on va limiter les présentations au maximum et je vais essayer d'introduire le plus rapidement possible les échanges. Je vous ai proposé, chère Mathilde et cher Franck, d'échanger aujourd'hui sur l'affectio métropolis. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est, comme nous le savons toutes et tous, les cœurs de métropole concentrent les emplois, les services, les richesses. Sont des lieux qui, par bien des aspects, sont exemplaires en termes de mixité, de diversité, sont des lieux de savoir, de sociabilité, et tout cet ensemble-là, c'est ce qui structure l'attractivité de ces cœurs de métropole. Mais, et nous le savons aussi, ce sont également des lieux de ségrégation spatiale, ce sont des lieux de ségrégation économique et sociale. C'est assez cristallisé, je pense, par la question du mal-logement. Ce sont aussi des lieux de manifestation prégnante de certains risques, de certaines nuisances, conséquences de près ou de loin, plutôt de près, je pense, du dérèglement climatique. Alors aujourd'hui, vrai, faux, beaucoup d'informations circulent sur le sujet. Les promesses des cœurs de métropole sont devenues à ce point certaines que certains ménages font le choix de les quitter, tandis que d'autres refusent de s'y installer. On ne va pas prononcer ici le terme d'exode urbain ou d'exode métropolitain, mais il n'empêche que ça, c'est mesuré, cette désaffection. Pourtant, l'avenir des métropoles est aussi et surtout celui des métropolitaines et des métropolitains. Alors pour engager cet échange entre vous, la question que je vous pose en guise d'introduction, c'est comment, selon vous, développer l'affectio métropolis, c'est-à-dire rendre les cœurs de métropole à nouveau ou plus positivement attractifs pour les ménages. Que faut-il faire pour établir un nouveau pacte économique, social, environnemental, de nature à les rendre plus désirables ? Ah là là. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore pour cette invitation et cette occasion d'échanger. Je suis très impressionnée d'échanger avec le Grand Prix d'urbanisme 2022. Je vais tâcher d'être à la hauteur. Avant de répondre à cette question qui est vaste et qui est un peu incommensurable, je voudrais vous parler un tout petit peu de ma ville. Pour moi, Marseille, c'est une ville qui ne tient pas ses promesses en réalité. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler de pourquoi on consent, nous les humains, à vivre en ville dans des proportions énorme à l'échelle de la planète. On vit en ville, à mon sens, parce qu'on est convaincu d'un contrat social de l'urbain. C'est-à-dire qu'on est convaincu que si on vient en ville, on renonce à beaucoup de choses. On renonce aux grands horizons, on renonce au paysage, on renonce à l'espace. Mais on va trouver dans la ville toute une série de choses qui nous garantissent une promesse d'une vie meilleure pour nous et puis pour nos enfants et nos descendants. C'est important ce concept de contrat social de l'urbain et je pense qu'il est fondateur dans notre consentement collectif aux séries d'invariants désagréables des villes et en particulier des grandes villes. Sauf que notre sujet à Marseille, c'est que de façon très objective, notre ville ne tient pas tout à fait ses promesses. Quand on vient dans une grande ville, on s'attend à y trouver un maillage en équipement et en services publics essentiels à la hauteur. Or à Marseille, on a 9 bibliothèques pour près d'1 million d'habitants, c'est-à-dire 2 fois moins que Lyon. Je ne me compare même pas avec Paris parce que c'est un peu trop déprimant. On a 12 piscines, dont 4 structurellement fermées parce qu'on a des problématiques techniques qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire qu'on a un ratio qui est 6 fois inférieur à la moyenne nationale. On a 2 lignes de métro et 3 lignes de tramway qui se superposent en grande partie sur un territoire très très vaste de 240 km², c'est-à-dire 2 fois et demi Paris. On est donc structurellement sous-doté en transport en commun. Je vais arrêter là le côté Calimero, mais c'est pour vous décrire une situation où en fait on a une ville qui nous ment. On a une ville dans laquelle on pense trouver une série de choses qu'on ne trouve pas et que les Marseillaises et les Marseillais ne trouvent pas depuis des années. Et donc ça c'est le fait objectif pour moi de ce contrat social non tenu. Là où on glisse sur du subjectif, c'est que le ressenti des Marseillaises et des Marseillais, c'est un ressenti de saturation. C'est un ressenti d'une ville où on n'en peut plus, on est trop nombreux, Madame Chaboch, on n'en peut plus, ne construisez pas cet immeuble dans mon quartier parce qu'on sature.
Or, notre densité, qui est de 3600 habitants du kilomètre carré, est extrêmement, extrêmement faible en réalité. Vous savez qu'à Lyon, c'est autour de 11 000, Paris dans les 20 000. Donc, on est sur un territoire très, très vaste et très peu dense. On est une espèce de pot de coulis de tomates qui est tombé un jour et puis qui s'est étalé jusqu'à ce que les collines l'arrêtent, sans que rien ne vienne vraiment tenir et structurer cette urbanisation, qui est principalement une urbanisation pavillonnaire qui ressemble à du grand périurbain. Et donc cette contradiction entre des faits objectifs d'une ville qui ne tient pas ses promesses en termes d'accès aux équipements structurants et qui en même temps donne une impression subjective de saturation fait qu'on est pris dans une espèce de verrou et qu'en effet on subit une désaffection métropolitaine assez forte dans une ville qui en plus est extrêmement pauvre. Vous le savez, on flirte avec les 30% de taux de pauvreté. On peut se comparer à peine avec Saint-Denis ou avec les dom-toms. Donc on a vraiment cette situation qui est assez complexe. Alors face à ça, comment recréer de l'affection pour un territoire comme celui-là? Nous croyons en deux volets. Le premier, je pense que ce sont les enjeux de l'habitabilité, c'est-à-dire d'avoir le courage de se dire, en fait, la réponse quantitative, elle suffit pas. Ce qu'il faut, c'est trouver des moyens et des leviers très opérationnels pour créer de l'habitabilité dans une ville comme la nôtre. C'est quoi de l'habitabilité? C'est d'abord adresser de façon sérieuse les enjeux climatiques qui, chez nous, prennent des proportions complètement délirantes. On vient de lever l'arrêté sécheresse qu'on avait pris début 2022. Le préfet nous annonce qu'il va retomber probablement dès le mois prochain. On est en stress hydrique chronique. On est sur des températures qui sont autour de 50 degrés au sol dans le cœur de ville au plus fort des canicules qui chez nous commencent en avril et durent jusqu'en octobre. Et donc il y a face à ça une vraie problématique structurelle d'agir sur ces enjeux climatiques qu'on ressent de plein fouet. S'ajoute à cela le fait qu'on a une ville extrêmement minéralisée. On a perdu en 75 ans la moitié de nos arbres parce qu'ils sont tombés malades, parce qu'ils n'ont pas été remplacés, parce qu'ils ont été coupés. Et on a en moyenne 4,6 mètres carrés d'espace vert par habitant. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut 12 mètres carrés d'espace vert par habitant pour être dans des conditions de santé publique à peu près correctes. Donc face à tout ça, on fait quoi? Soit on baisse les bras et on pleure, soit on engage des actions en ayant conscience qu'on est des petits cailloux dans une longue histoire d'une ville millénaire. Et donc on fait quoi? On fait une charte de la construction durable que je vous ai apportée parce que j'en suis assez fière et elle m'a valu suffisamment de coups et de hurlements pour la défendre haut et fort. Une charte de la construction durable qui dit en gros à tout le monde qu'il faut atterrir et construire plus comme on le faisait auparavant. On lance un grand plan, un plan arbre qui se donne comme objectif de planter 200 000 sujets d'ici à 2026. On a déjà réouvert 10 petits parcs de proximité en les désimperméabilisant. On a lancé un grand programme sur les cours oasis dans les cours d'école. Et puis, on réoriente le développement de la ville en une orientation de politique publique très claire, de la faire sur elle-même. Tout ça, c'est pas assez si on ne travaille pas à l'échelle métropolitaine. Et c'est la deuxième réponse que moi j'ai, c'est de travailler les enjeux de desserrement métropolitain. Je pique l'expression à François Leclerc, je ne sais pas s'il est là. Cet enjeu de desserrement métropolitain, c'est de faire émerger des pôles secondaires beaucoup plus vivants et dynamiques à l'échelle de la métropole. La métropole marseillaise, vous le savez sans doute, c'est une métropole qui est mal née au forceps, imposée par l'État dans un contexte où aucun élu local n'en voulait. C'est une métropole qui est marquée par une ville-centre extrêmement pauvre qui plombe les comptes et le dynamisme du territoire, et 92 communes dans lesquelles, hormis Marseille et Aix, on parle plutôt de villages provençaux, tout petits, de quelques centaines ou quelques milliers parfois d'habitants, avec un vrai enjeu qui est que l'ensemble de ces communes qui nous environnent et qui devraient être solidaires de nous, refusent totalement de prendre une partie de leur charge en termes de création de logements. Je ne parle même pas de logements sociaux, mais de création de logements tout court et d'accueillir des fonctions économiques. L'idée, c'est que pour l'instant, elle s'enferme dans une logique qui est de dire, nous, on est des petits villages provençaux, on préserve notre cadre de vie et on est 100% résidentiel à Marseille, d'assurer les emplois, les charges de centralité, etc. Donc cet enjeu du desserrement métropolitain qui se traduit dans le SCOT, qui se traduit dans les documents d'orientation et de planification, est essentiel pour recréer à la fois l'habitabilité de notre ville et un fonctionnement métropolitain un peu plus souhaitable et tenable dans la durée. Éveil. Donc, tu es une super ambassadrice de Marseille. Enfin, à écouter comme ça, il n'y a rien qui marche. Pourtant, tout le monde a un imaginaire extrêmement positif de Marseille. En ce moment, tous mes amis parisiens s'expatrient pour aller habiter à Marseille et travailler à Marseille.
Non, bon, peut-être que c'est parce que c'est pas assez dense, tiens, en fait, non? Parce que là, tu parles de desserrement métropolitain, mais finalement, même la ville-centre n'est pas très dense. La ville-centre est très peu dense et c'est vrai que quand je discute avec des collègues d'autres villes, ils nous envient le fait qu'il y a encore des territoires de possibles. En fait, nous, on a encore des tas d'emprises, des tas de friches, des tas d'anciens sites industriels où on peut imaginer des choses, ce qui est moins le cas dans des villes beaucoup plus compactes où en fait tout a un peu été fait, où on cherche les espaces de développement. Vous allez pouvoir encaisser le ZAN un peu plus facilement que d'autres, en fait. Alors moi, je ne vais pas réagir tout de suite à ce que tu dis, Mathilde, là, mais c'est par rapport à ce cadrage de Julien sur la ville à la fois, ou la ville-centre, la grande ville à la fois. Bien et mal, mais surtout mal, et en ce moment, on la considère surtout très mal, finalement. Il y a une vision assez négative, il y a une forme de désamour des villes qui est en train de naître. Moi, quand j'ai fait mes études d'archi, il y avait le bouquin de Fortier qui parlait plutôt de l'amour des villes. Aujourd'hui, on parle de désamour des villes. Bon. En même temps, tout à l'heure, tu disais un nouveau contrat à la fois économique, social, environnemental. En fait, il y a plein de choses qui marchent vraiment bien en ville, y compris sur les enjeux écologiques. On a tendance aujourd'hui à dire la ville c'est le mal, on rêve d'une espèce d'idéal de la campagne. On disait la dernière fois, en fait, sur la question du carbone, par exemple, la ville permet vraiment d'avoir un mode de vie sobre en carbone. Étrangement. Mais en fait, c'est pas si étrange que ça. C'est-à-dire que le sens même de la ville, c'est la mise en commun, le partage des ressources, des infrastructures et des services. Dans cette question de la mise en commun, du partage, il y a évidemment une question de mutualisation qui fait que on arrive finalement à décarboner des usages. Ils sont partagés par le plus grand nombre, et finalement, plus on est dense, moins on est carboné. Ça se dit pas assez. Il y a vraiment toujours cette idée, vivre à la campagne, ça permettrait vraiment d'être sobre en carbone. Non. Les chiffres, en gros, c'est que dans les habitants des grandes villes, ont une empreinte carbone liée à leur mobilité, on va dire la mobilité, les déplacements domicile-travail, qui est 2 fois inférieure à la moyenne nationale. Donc ça, c'est le gros poste, parce que c'est le poste principal en fait, de l'empreinte carbone des Français. C'est un petit 30% quand même, la mobilité. Donc 2 fois moins dans les grandes villes. Sur le deuxième poste, qui est en fait l'énergie, les émissions carbone liées à l'énergie d'exploitation dans les bâtiments, donc en gros se chauffer, etc. C'est quand on habite à la campagne, on a une empreinte carbone sur ces usages-là qui est 50% plus élevée que les habitants des grandes villes. Donc finalement, la ville, par cette mise en commun, par cette mutualisation, elle permet une sobriété carbone, en tout cas sur ce qui s'appelle les émissions indirectes, c'est-à-dire ce qui se passe directement dans le milieu physique. Donc il faudrait quand même aussi restaurer cette image de la ville, de la grande ville et de la densité par la mise en commun. Après, évidemment, il y a un certain nombre de fléaux, bien sûr. Il y a à la fois l'imperméabilisation, la minéralisation, l'altération des cycles écologiques. C'est là-dessus qu'il faut retravailler aujourd'hui, évidemment. Après, il y a les autres vertus de la ville. Il y a quand même une des richesses incroyables qui est la question culturelle, qu'on trouve quand même beaucoup moins ailleurs. Et puis, une dimension politique très importante. Alors, les termes sont un peu violents, mais en fait, plus les villes sont grandes, plus quelque part, il y a une forme d'équilibre politique et de tempérance politique, on pourrait l'appeler comme ça. Donc en fait, quelque part, la densité, la mise en commun, le fait de se frotter, de se rapprocher, de côtoyer l'étranger, permet quelque part, d'une certaine façon, de voter mieux. Donc il y a quand même des vertus, à mon avis, essentielles à la ville. Alors après, comment arriver à redonner le goût de la ville quand, sur la base de données qui, à mon avis, sont plutôt fallacieuses parce que pas assez racontées. Il y a des oui, la ville c'est mal, la ville c'est mal, la ville c'est mal. Donc d'abord, il faudrait arriver à positiver la ville. Quand on a pu, si on ne peut plus rien partager, si on ne peut plus rien mettre en commun, par exemple, aller chercher, faire des courses, aller avoir des activités, ça devient extrêmement compliqué quand il n'y a pas la ville. Donc, positiver. Bon, après, bien sûr, il faut arriver quand même
il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut travailler. Mathilde, tu en as évoqué, il y a quand même on va dire des risques un peu systémiques en ville. Il y a une question assez fondamentale, par exemple, peut-être... Non, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Bon, on va attendre, je vais attendre la nouvelle question, du coup, je pense, parce que j'ai perdu le fil. Je voulais dire quelque chose, mais non, je suis en train de me perdre, là. Allez. En fait, il y a, à vous écouter, il y a quand même quelque chose de tellurique dans les métropoles. Il y a tout cet héritage, toute cette composition, et donc souvent, dans les marges de manœuvre, les politiques et tous les acteurs peuvent se sentir un petit peu découragés, surtout quand dans la prospective nationale, on donne des horizons qui sont 2050, 2070, 2100. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est... est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens, des méthodes, des actions de court terme qui seraient, selon vous, de nature à enclencher quelque chose, préparer le cœur de métropole et enclencher la transition, la bifurcation, peu importe comment on l'appelle, et au-delà de ça, à raffermir cette affectio societatis? Alors, je sais pas, tu n'as pas utilisé le terme adaptation, mais donc là, on parle de, en fait, retrouver ou redonner l'amour des villes aujourd'hui. Il y a une question importante aussi par rapport à ce qu'a dit Mathilde sur le fait qu'il y a un certain nombre de fléaux aujourd'hui. On est très imperméabilisé, très minéralisé. Tu as parlé de la question de la perspective du changement climatique. Évidemment, à Marseille, si on se projette en 2030, en 2040, en 2050. D'ailleurs, c'est quoi le climat de Marseille projeté en 2050? C'est celui d'Alger ou de Tunis à peu près, c'est quelque chose comme ça. Donc ça veut dire aussi que non seulement il y a un désamour des villes aujourd'hui, mais il faut préparer les villes pour éviter en fait l'accroissement du désamour. Parce que c'est clair que du point de vue du changement climatique, par exemple, les villes aujourd'hui ne sont absolument pas adaptées aux conditions de demain. Moi, j'aime bien dire les bâtiments de... Si on considère les bâtiments de 2050, 80% de ces bâtiments existent déjà aujourd'hui. C'est quand même un vrai sujet. Ça marche évidemment dans des pays déjà très urbanisés, à faible croissance, à faible démographie. Donc 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. On pourrait même dire, si on fait la transposition, peut-être 90% des espaces publics de 2050 existent déjà aujourd'hui. La question qu'on peut se poser, c'est combien de ces bâtiments, combien de ces espaces publics sont-ils adaptés aux conditions de 2050? Aucun. Donc il y a un vrai sujet, parce que ce désamour, alors qu'on mesure pas tant que ça en fait. Tout à l'heure tu disais ça se mesure, mais il y a quand même encore des croissances assez importantes dans les villes-centres, et c'est elles qui entraînent encore les croissances démographiques globalement. Mais en tout cas, il peut y avoir un désamour progressif croissant du fait d'une incompatibilité de plus en plus forte entre la ville telle qu'elle est aujourd'hui et les conditions qu'on peut présupposer, enfin anticiper demain. Donc à mon sens, le véritable enjeu, c'est de pouvoir adapter. C'est un terme qu'on commence à utiliser aujourd'hui, mais qui est relativement récent. En France, on avait tendance à beaucoup miser sur les stratégies d'atténuation, réduire les consommations d'énergie, réduire les émissions de carbone, avec l'idée que si on faisait tout très bien au maximum, il ne se passerait rien, et donc on lutterait contre le changement climatique. En fait, on ne peut pas vraiment lutter contre le changement climatique, on peut l'atténuer, on peut se placer sur les trajectoires plus optimistes, mais de toute façon, les dynamiques sont déjà en place, le réchauffement sera là, l'été 2022 a montré, enfin c'est une forme d'incursion du futur dans le présent, et donc aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, c'est adapter. Et sur ces questions d'adaptation, oui, il y a des choses à faire. Tout à l'heure, Mathilde, par rapport à ce que tu disais, il faut déminéraliser, il faut désimperméabiliser. À mon avis, il faut surtout recompacifier, aussi reconcentrer. Donc c'est pour ça que la question du desserrement, je ne sais pas si c'est si bien que ça. En tout cas, refaire la ville sur la ville, donc utiliser, valoriser les friches, rénover les bâtiments, les surélever, etc. pour pouvoir gagner du sol. Et en fait, ces stratégies d'adaptation et du sol fertile, parce que c'est une des conditions essentielles de l'adaptation,
Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que autant sur les questions d'atténuation, on est dans des gouvernances nationales et internationales qui prennent énormément de temps. Il faut énormément de temps pour se mettre d'accord et puis finalement on ne se met jamais d'accord. On le voit à chaque COP, on part avec un espoir colossal et à la fin de la COP on dit bon finalement il ne s'est pas passé grand chose. Donc c'est même plus la peine de croire que les COP vont régler les choses malheureusement. Par contre la question des stratégies d'adaptation, ça se joue beaucoup plus vite, beaucoup plus localement et en plus c'est territorial. Donc en fait c'est des projets territoriaux de fait qui sont basés sur l'identification d'un risque, d'un mal-être, et on se dit alors comment on fait pour changer les choses, et on organise la gouvernance qui va bien, qui est une gouvernance locale, et on met en œuvre, et on actionne sur le territoire. Donc non seulement ça peut aller plus vite, on n'a pas besoin d'attendre la gouvernance internationale pour y aller, ça se fait localement, donc ce sont des vrais projets de territoire, ça se fait avec des acteurs locaux, et donc c'est aussi beaucoup plus facile d'engager des citoyens. Parce que c'est très difficile d'engager les citoyens sur des stratégies d'atténuation. Quand on dit neutralité carbone en 2050, tout le monde attend que l'autre prenne la décision. Si on se dit désimperméabilisons, replantons, doublons la surface végétale, retrouvons le cycle de l'eau localement, et tout le monde se sentira mieux et on crèvera moins de chaud dans les logements, en fait là c'est engageant. Mathilde, quelles sont ces actions à Marseille, l'activité, l'action quotidienne, les repères 2023, 2024 ? Alors, il y a en effet au niveau local une possibilité d'agir et heureusement, sinon on serait tous totalement désespérés. Vous vous doutez que quand on accepte d'être adjointe à l'urbanisme et au développement harmonieux d'une ville comme Marseille, on manque pas de courage. Je dis ça sans avoir les chevilles qui gonflent, mais je pense que c'est important de le souligner, surtout quand on est une femme relativement jeune dans ces univers qui restent quand même très masculins. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, on fait trois choses. Moi, je me retrouve complètement dans ce discours de l'adaptation et de l'anticipation. Beaucoup plus que la vieille lune de l'atténuation collective où un jour tout le monde sera super vertueux, auquel j'ai envie de croire, mais j'ai du mal à croire de façon opérationnelle. La première chose pour nous, ça a été un plan-programme très opérationnel sur les espaces publics, la végétalisation. J'en disais un mot tout à l'heure, donc une vraie prise en compte de tous ces enjeux écosystémiques à l'échelle de l'ensemble de nos décisions. Donc les cours d'école, les espaces publics, les arbres, j'en parlais tout à l'heure. Le deuxième sujet qui pour moi est très important pour faciliter la compacité et le bon fonctionnement de notre ville, c'est de venir rattraper notre retard en équipement. Je vous évoquais quelques chiffres clés au début de mon intervention. Et donc pour cela, on a monté la première programmation pluriannuelle d'investissement de l'histoire de Marseille. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers des collectivités ou des acteurs publics, c'était un petit peu lunaire de se dire qu'une ville comme Marseille n'avait jamais eu de PPI. Et ça a été mon obsession au début du mandat. Le maire m'a regardé avec un drôle d'air en se disant bah bon, tu veux t'occuper de ça, des tableaux, ça va être très très chiant, etc. J'ai dit c'est essentiel, sinon on passera à côté des sujets. Donc on a monté ce premier exercice pluriannuel de programmation de nos investissements et donc de nos équipements publics en majorité. Cette PPI, elle nous a permis de dégager 300 millions d'euros par an en investissement sur nos écoles, sur les bibliothèques, sur les crèches, sur toute une série de services et d'équipements publics essentiels. Dans tout ça, il y avait par exemple remettre des extincteurs dans les 20% de nos écoles qui, en moyenne, sur les 500 écoles qu'on avait, étaient dépourvues de systèmes de sécurité incendie. Je le mentionne en passant quand même pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'on met derrière. Donc cette PPI, pour moi, elle est essentielle pour recréer des conditions d'habitabilité et de consentement à la ville parmi nos habitants qui ont une tendance à fuir vers le tissu pavillonnaire qui est dans Marseille mais qui ressemble à une grande banlieue périurbaine ou même au-delà. Le troisième volet, je crois qu'on est ici dans un endroit où il y a dans cette salle des acteurs privés, des acteurs publics. On a besoin de faire cet exercice tous ensemble et ça n'aurait aucun sens que les acteurs publics se donnent des tas de règles super vertueuses, des grands objectifs sans faire avec les acteurs privés, singulièrement les constructeurs et les promoteurs qui sont pour moi une partie du problème en même temps qu'une partie de la solution. Donc on est tous dans le même bateau. Maintenant, il faut trouver les façons de se parler, il faut trouver les façons de mettre des règles pour encadrer ce dialogue et de se donner une ambition commune. Je ne dévoile pas un scoop en disant qu'à Marseille, il y avait une certaine élasticité
par rapport à la loi, par rapport au fonctionnement normal de lien entre les acteurs publics et les acteurs privés. C'est moi qui le dis, mais c'est aussi l'Agence française anticorruption, la Chambre régionale des comptes et une série d'articles bien documentés. Donc dans ces pratiques-là, il a fallu quoi? Il a fallu, remettre des règles, déjà expliquer à tout le monde qu'on n'autoriserait aucune construction illégale et qu'il fallait respecter le PLUI. Bon, ça a déjà été un premier choc, une première onde tectonique. Et le deuxième sujet, ça a été de dire, maintenant qu'on a fait ça et que j'avais une cible grosse comme ça dans le dos parce que je refusais tous les permis, j'étais complètement dingue, on a dit maintenant on va se donner une ambition. Et la charte que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait deux chemins pour la faire. Il y avait un chemin top-down où j'aurais pu, moi, je savais ce que je voulais dans cette charte, donc j'aurais pu l'écrire et l'imposer. Et puis il y avait le chemin de la co-construction. Donc moi j'ai choisi évidemment ce chemin-là parce que je choisis toujours la face nord. Donc on y a été, on a fait des dizaines d'ateliers participatifs avec les archis, les promoteurs, les constructeurs, etc. pour converger vers une charte. Si vous la lisez, elle est extrêmement sobre et modérée, mais elle dit quand même aux acteurs vers quoi on a envie qu'ils aillent. Ça a été un scandale total au plan local qu'on ait osé faire cette charte et ça a permis d'orienter tout de même vers des pratiques beaucoup plus vertueuses, vers des propositions qui sont beaucoup plus en phase avec les enjeux d'aujourd'hui et notamment de réorienter la construction sur le déjà là, c'est-à-dire comment je redonne à d'anciens bureaux désaffectés des qualités pour en faire du logement, comment je viens travailler les dents creuses, comment je viens m'enquiller dans le centre-ville entre deux immeubles anciens, comment je viens faire de la réhabilitation dans le centre-ville ancien. Je vous rappelle qu'à Marseille, on a 40 000 logements indignes. On évacue encore aujourd'hui une 15 à 20 immeubles par mois parce qu'ils sont en péril grave et imminent et qui risquent de s'effondrer sur les gens qui habitent dedans. Et on a pour l'instant des acteurs privés qui, hormis les marlous locaux qui font de la tambouille et de la maçonnerie, les acteurs privés se désintéressent totalement de notre centre-ville, considérant que nous, Madame Chaboch, on est des promoteurs, donc la réhabilitation n'est pas notre métier. Alors ce qui est plutôt amusant, c'est qu'à force de mettre de l'énergie au niveau national et d'aller tenir des propos un peu cash comme je le fais devant vous près de tout un tas d'acteurs, il y a plein de promoteurs d'autres villes qui viennent taper à ma porte en disant est-ce qu'on pourrait venir travailler à Marseille? Parce que nous avant on avait très peur de Marseille, on pensait qu'il fallait payer un ticket d'entrée, on savait pas à qui, mais ça avait l'air très cher et très effrayant. Maintenant vous avez l'air d'être clean, vous avez l'air d'avoir un parler franc, nous on a envie, et puis nous on fait de la réhab à Perpignan, à Saint-Étienne, à Lyon, à Lille, que sais-je. Et donc moi ma porte elle est grande ouverte évidemment pour tous ces acteurs, ce qui fait que ma fédération des promoteurs immobiliers de Provence, que je vois très régulièrement, c'est un exercice interculturel, vous en doutez, pour ce que vous avez compris de ma personnalité. Quand je les vois tout récemment, réunion de la Chambre, donc je suis seule femme parmi 150 hommes en costume, à qui j'explique qu'on va tous ensemble connaître la fin de l'immobilier neuf et qu'en fait il s'agit d'anticiper ce changement de braquet, de faire des enjeux du restructurer, réhabiliter, réaménager, etc., refaire la ville sur elle-même, la priorité. La réponse a été on va attendre d'être au pied du mur pour le faire. Et j'ai dit écoutez, attendez, c'est les vendeurs de Minitel de l'époque, il y en a qui ont pensé qu'ils vendraient toujours des Minitel, puis il y en a d'autres qui ont bifurqué. Attendez les gars, pas de problème, d'autres acteurs sont là, j'aurais préféré que ça bénéficie aux acteurs du territoire, mais là ne vous inquiétez pas, d'autres acteurs vont faire. Donc il y a aussi, je vous le raconte avec ironie, évidemment que dans ce propos généraliste, ça cache des tas de gens super et qui ont envie de faire et qui comprennent ces enjeux. Globalement, on a quand même en face de nous une profession qui, au plan local à Marseille, est dans une forme un peu de conservatisme de la pensée et considère que c'est pas son job de faire ça. Or, c'est notre job en fait. Et donc, je pense que la transformation, donc ça, c'est pas du court terme, mais c'est la transformation, l'accouchement d'une nouvelle façon de faire des acteurs privés avec les acteurs publics est un sujet essentiel, sinon on n'y arrivera pas. Nous à Marseille, 99% de ce qui se construit, c'est les acteurs privés qui le font. Les bailleurs construisent très très peu parce qu'ils rachètent en général en VFA les logements sociaux qui font construire par des promoteurs. Donc on a un enjeu d'embarquement de la filière privée et de la promotion immobilière qui me paraît essentiel. Alors vous venez d'évoquer l'importance de la méthode. Franck, nous sommes chez Léonard, avec qui vous portez, ainsi qu'avec Richez et Associés, la démarche rue commune, donc qui a pour ambition de développer un process de transformation des rues dites, des rues métropolitaines ordinaires. Alors, il s'agit de promouvoir les mobilités décarbonées, de retrouver le sol, de libérer les usages. En quoi cette démarche, pour le coup, la méthode, process, en quoi est-elle de nature à développer l'affectio métropolis? Justement parce que, comme vient de le dire Mathilde, le plus important, c'est de préparer les esprits
Heureusement que tu n'es pas préfète. Je serais pas mal, je crois. Non, mais du coup, tu serais peut-être plus là. Mais alors oui, la rue commune, bah, ça fait le pendant de ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'adaptation. Hein. Donc c'est le commun de la rue commune. Enfin, c'est déjà une réponse à un appel à commun lancé par l'ADEME. Donc oui, on répond avec l'agence Richet et Léonard. Enfin, on a répondu à cet appel à commun avec l'ambition de mettre au point un outil, une méthode, et donner envie, en fait, de transformer ce qu'on a appelé la rue ordinaire, parce qu'on ne peut pas le faire sur n'importe quelle rue. Donc la rue ordinaire, ce qui est bien, c'est qu'il y en a partout, en rue commune, qui soit à la fois... Alors, c'était basé dans l'argumentaire initial sur l'idée de la rue pose-voiture, avec évidemment le constat d'une décroissance des parts modales attribuées à la voiture. À Paris, par exemple, il y a un petit chiffre qui est assez parlant. 80% de l'espace public, en fait, est dédié, a été dessiné et conçu pour la voiture, qui n'assure que 20%, en gros, des déplacements. Donc il y a comme ça une espèce d'aberration. Pourquoi occuper 80% de l'espace quand on n'occupe que 20% du service ? Donc il y a une décroissance évidemment qu'on voit partout dans les métropoles, dans les grandes villes. Encore une fois, une des qualités quand même des grandes villes. Et donc à la fois, comment accompagner ce mouvement, comment redonner la juste place à la voiture. Ça ne veut pas dire arrêter tout déplacement automobile évidemment sur ces rues, hein, c'est de leur redonner la juste place, donc ces fameux 20% pour 20%, alors ça ne sera pas exactement comme ça, à une vitesse qui permet la coexistence d'autres usages, et évidemment l'espace ou le volume regagné, une fois la juste place attribuée, donc le volume regagné permet d'autres mobilités, d'autres usages, permet... Une extension des rez-de-chaussée pour y trouver des usages à l'extérieur, permet évidemment d'accueillir aussi les éléments naturels qui ont un peu disparu en ville, c'est-à-dire à la fois les végétaux, restaurer le cycle de l'eau, retrouver du sol fertile, etc. Donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant puisque par rapport à ce qu'on vient juste de dire avant sur la question de l'adaptation, oui, l'enjeu numéro 1 aujourd'hui de l'urbanisme, c'est l'adaptation, et l'outil rue commune est un véritable levier avec une capacité en fait de pouvoir toucher beaucoup de la ville, puisque finalement on s'attaque à la rue ordinaire qui est omniprésente en ville, donc pour pouvoir faire cette adaptation. Donc cette adaptation, déminéraliser, désimperméabiliser, réduire les émissions anthropiques liées aux véhicules thermiques, redonner la place aux éléments naturels, redonner la place aux piétons, redonner la place aux mobilités douces, etc. Donc un véritable outil d'adaptation qui va évidemment dans le sens de la résilience et de l'adaptation au changement climatique. Après, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que on parle d'atténuation et d'adaptation. J'aime bien dire aussi, l'atténuation se joue beaucoup dans les bâtiments, enfin dans les pleins des vides, réduire la consommation d'énergie, réduire les émissions de carbone, en fait ça se joue beaucoup dans les pleins, et on pourrait dire que jusqu'à très récemment, en fait on a fait porter les enjeux de la transition écologique, les enjeux environnementaux, essentiellement par des stratégies d'atténuation quasi exclusivement sur les pleins. Donc la rue commune est là aussi un outil finalement pour adresser le vide, qui est un élément absolument nécessaire, ou essentiel en ville, et cette question de l'adaptation se joue essentiellement dans le vide. Et puis, évidemment, c'est une rue. Une rue, c'est par définition un espace de rencontre, un espace d'en commun. Donc cette rue commune, c'est aussi finalement un outil ou un vecteur on va dire, de citoyenneté ou qui permet de penser la citoyenneté autrement. Donc en fait, c'est vraiment un outil, adaptation, adresser directement le vide qui était un peu l'impensé jusqu'à récemment, et un outil finalement pour fédérer et pour faire émerger de nouvelles formes de citoyenneté. Mathilde, je crois que vous connaissez la démarche rue commune. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur son application possible sur Marseille ?
Alors, je connais cette démarche, on y souscrit et on s'y est impliqué. À Marseille, on fait jamais rien comme tout le monde, donc je voudrais faire un tout petit pas de côté pour vous dire que à Marseille, en réalité, les rues communes sont pas si courantes. On est une ville où on a près de 30% de notre patrimoine de voirie qui est privé de droit ou de fait. Alors, c'est très précisément 28,6%. Il y a 3 configurations. Il y a des choses qui ressemblent à des rues qui, en fait, sont issues du morcellement de domaines bastidaires, ce qu'on appelle les campagnes marseillaises, et qui n'ont jamais été versées dans le domaine public de voirie. Il y a des quartiers résidentiels qui se sont fermés, qui se sont murés, plutôt des quartiers favorisés qui se protègent de ce qui est perçu comme une menace. Et puis des quartiers résidentiels qui émergent, notamment dans les quartiers nord, dans les quartiers populaires, des enclaves résidentielles fermées, poussées de façon très claire par toutes les dynamiques de rénovation urbaine depuis quelques dizaines d'années, autour du concept de résidentialisation qui vient soustraire en fait aux difficultés de gestion récurrentes en termes de sécurité et de services de grandes parties du territoire. Le phénomène à Marseille, il a pris une telle ampleur que je vous le dis, c'est près de 30% de nos rues qui sont privées. Ce qui fait de nous la championne européenne des gated communities. C'est super, c'est un beau projet de société. Là où c'est encore moins drôle, c'est qu'au-delà des cheminements qui sont contrariés, on s'est aperçu, parce que moi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, donc j'ai fait réaliser une étude pour objectiver les faits, et on s'est aperçu qu'on a près de 30 écoles qui sont enclavées dans des quartiers privés fermés, une vingtaine de crèches, une vingtaine d'équipements sportifs, et puis des accès aux massifs naturels qui sont bloqués par des copropriétés qui se sont fermées au fil du temps. Donc non seulement c'est un problème de fonctionnement urbain et de cheminement, mais c'est aussi un problème de venir soustraire l'accès normal à des équipements et des services publics par le fait qu'ils sont enchâssés dans ce qui ressemble à des rues mais qui ne le sont pas. Tout récemment, moi j'ai été devant une école pour me dire mais comment je peux réimaginer l'entrée, puisque l'école est coincée dans un quartier privé, des murs se sont montés, donc les gamins doivent faire un détour astronomique, je vous passe les détails, et je me suis fait virer du quartier, pour ainsi dire, par les habitants qui sont organisés en petites milices en fait, de quartier, avec des caméras, etc., en disant mais vous avez rien à faire là, c'est un quartier privé, etc., devant une école publique municipale. Donc je suis d'autant plus sensible à la démarche, à la fois pour son volet climatique et environnemental, mais aussi pour tous les enjeux citoyens qu'il y a derrière ça. C'est une question compliquée, la rue fermée. J'ai trouvé peu de références en la matière. Je lance un appel, si ça intéresse quelqu'un, de réfléchir à ça avec nous. On a monté une démarche participative à Marseille là-dessus, qui réunit des chercheurs, etc., pour essayer de trouver des voies et moyens de lutter contre ce phénomène qui est vraiment une problématique de ségrégation urbaine très très forte. Cette parenthèse étant faite, moi dans la rue je retrouve des enjeux climatiques et je suis très convaincue qu'en effet il faut se concentrer sur les vides parce qu'on peut y agir rapidement et que c'est essentiel, que c'est un enjeu aussi évidemment citoyen avec un rôle fonctionnel très important pour nos mobilités. Là où je complète, c'est qu'à Marseille on reste une ville qui est très dépendante à la voiture, notamment du fait de l'indigence de nos transports en commun, hein. On dit toujours que c'est les Marseillais qui aiment leur bagnole, pas spécialement en fait, c'est qu'ils ont besoin de voitures pour se déplacer parce qu'on a des transports en commun tout à fait insuffisants. Donc on est, nous, sur des taux de motorisation qui ressemblent plutôt aux taux de motorisation du grand périurbain où on est dépendant de la voiture. Tous les phénomènes qui ont été révélés, accentués par la mobilisation des Gilets jaunes, nous, on les a vécus de plein fouet et c'est notre territoire en réalité. Donc on n'est pas tout à fait dans cette libération de la voiture, hormis le tout petit centre-ville de Marseille où en effet on observe des taux de motorisation des ménages qui ressemblent aux autres grandes villes parce qu'on a la chance de pouvoir à cet endroit-là faire beaucoup de choses en transport en commun ou à pied. Mais plus globalement à l'échelle de la ville, on reste sur des dépendances qui sont très très fortes avec, dès qu'on est dans la deuxième couronne, 2 voire 3 véhicules par ménage en moyenne. Donc on est vraiment sur des taux d'équipement qui sont très forts et très impactants au plan circulatoire dans l'ensemble. Franck, il nous reste 5 minutes. Bravo pour la tenue du timing. S'il y avait quelques pistes de long terme autour de cette question des espaces publics, des vides qui ne sont pas des vides, donc en réalité, et plus largement des cœurs métropolitains, quelles sont les pistes qui seraient vraiment de nature à redonner, recréer de l'affectio métropolis? Je sais pas.
Non. Long terme. Bon, d'abord, oui, Marseille, tu dis, Mathilde, vous faites jamais comme les autres. D'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit de manière un peu caricaturale tout à l'heure, c'est la seule métropole où le vote extrême est plus représenté dans le centre qu'en périphérie. Donc c'est une espèce de ville inversée, quoi, où la périphérie est au centre et le centre à la périphérie. Assez étonnant, presque à l'américaine. Et pourtant, c'est vraiment pas une ville américaine, mais c'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le long terme ? Déjà, il faut faire sur le court terme, on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, les actions du court terme cumulées, ça finit par faire des actions sur le long terme. Donc arrêtons de... il faut atterrir, il faut aller sur les territoires, il faut adapter. Ce chiffre-là, il met quand même en abîme, hein, quand tu te dis que 80% minimum de ce qui sera là demain existe aujourd'hui et rien n'est adapté à demain. Il faut faire. Il faut entamer la transformation, la réparation, etc. Donc les actions, elles peuvent être assez simples. Et la rue commune peut aider, hein, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'elle touche un tronçon de voie. Ça dépend évidemment de la gouvernance qui arrive à être mise en place pour que ça se passe. Mais en tout cas, c'est des actions comme ça et le cumul de ces actions, parce que l'intérêt de la rue commune, c'est pas d'avoir une rue commune dans chacune des villes, c'est d'avoir un réseau de rues communes. Et c'est finalement que peut-être demain, toutes les rues ordinaires deviennent rues communes. Donc c'est ces actions-là qu'il faut plutôt engager comme ça progressivement et qui feront la réponse long terme. Parce que d'abord, on n'habite pas... cette approche, moi je dis toujours, il faut avoir une vision prospective pour adapter, etc. etc. En fait, les habitants, ils sont là aujourd'hui. Hein, donc, il ne faut pas simplement donner les réponses à 2050 en disant on va faire la ville qui sera compatible avec 2050. Elle doit être compatible tout le temps. Donc, il faut engager comme ça. Après, ce que je trouve aussi, il y a un terme qu'on n'a pas trop employé là, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les nouvelles coopérations territoriales qu'il faut peut-être activer. Mathilde, tu parlais de desserrement métropolitain, mais il faut un peu sortir aussi de cette logique la ville-centre, le périurbain, la campagne, être dans des oppositions permanentes. Donc à un moment, c'est haro sur... il faut tout miser sur les métropoles millionnaires, il n'y a que ça qui marche. Après, finalement, les métropoles, c'est pas terrible. Bon, en fait, il faut surtout trouver ces bonnes armatures, ces bonnes organisations territoriales. La ville a besoin de sa campagne et de son vide alentour, y compris d'ailleurs pour son rafraîchissement demain. Elle a absolument besoin d'espaces vides alentour. Et la campagne a absolument besoin de la ville. Donc en fait, c'est ces nouvelles synergies, ces nouvelles coopérations territoriales qu'il faut réussir à activer. J'aime bien, moi, faire un peu la transposition de ce qu'on raconte sur l'eau, où on parle des bassins versants. Il faut arriver à retrouver en fait ces logiques de bassins fertiles qui sont une nouvelle forme de coopération territoriale, ou repenser finalement l'armature métropolitaine en sortant des logiques purement administratives, mais plutôt sur des questions de partage de ressources et finalement de logique gagnant-gagnant entre les différentes entités territoriales. Alors, moi, jeune urbaniste, je me suis retrouvé en face de Jacques Santini qui m'a dit la politique d'urbanisme, c'est simple, c'est voir loin et regarder près. Alors, j'ai la sensation que dans notre époque, on s'attache particulièrement à regarder près, quitte à abandonner d'ailleurs peut-être un peu d'ambition ou de vision à regarder loin. Mathilde, vous portez un projet Marseille 2050. On a compris que vous étiez très engagé dans l'hyper-quotidien, les réponses actuelles, contemporaines, mais vous vous donnez quand même un horizon. Vous avez désiré justement structurer une vision Marseille 2050. Alors tout à fait, on en a posé les jalons et on s'apprête à lancer une consultation, avis à la population, pour qu'une équipe pluridisciplinaire nécessairement nous accompagne dans l'élaboration de cette vision, qu'on appelle donc pour l'instant Marseille 2050, même si l'idée, au-delà de la date, c'est plutôt de se fixer un grand cap et de donner une ambition à une ville qui n'a plus de plan d'urbanisme depuis les percées haussmanniennes du 19e, je caricature, mais à peine. Donc face à ça, on est mu par, pour moi, trois
trois sujets clés. Le premier sujet clé, c'est d'intégrer la multitude de risques auxquels nous sommes soumis. Risque incendie, risque inondation, puisqu'on a busé tous nos cours d'eau, donc à chaque pluie, ça déborde. Risque géologique, avec des sols argileux qui gonflent et qui dégonflent. Risque de submersion marine, le petit dernier, puisque maintenant on est désormais dans les villes pilotes, youhou, au niveau français, désignées par l'État pour commencer à tester les scénarios d'adaptation à la submersion marine liés à l'érosion et à la montée des eaux liée à l'augmentation des températures. On est donc une espèce de ville caricature, une petite cocotte minute à ciel ouvert, dans laquelle on peut du coup avoir cette gravité-là d'intégrer ces éléments climatiques. La deuxième chose, c'est que ces sujets climatiques, ils ne sont pas juste des enjeux écologiques, ils sont pour moi des enjeux sociaux et humains très très forts. L'enjeu pour moi, c'est comment on fait en sorte de ne pas sombrer dans la dystopie totale, qui serait une Marseille abandonnée aux plus pauvres d'entre nous. Vous savez qu'on est encore une ville de primo-arrivants, donc beaucoup de gens arrivent, quittent des guerres, des pays à l'étranger, des contextes très compliqués, se retrouvent à Marseille et singulièrement dans le cœur de ville, où le taux de pauvreté est plutôt autour de 45-48%. Et donc, comment on n'a pas une Marseille dans 10 ans qu'on a tous abandonné. Quand je dis nous, c'est y compris moi, c'est-à-dire les cadres, les gens qui ont les moyens de s'enfuir de la ville, où on viendrait travailler une fois par mois et qui serait une espèce de lieu brûlant, consacré à un prolétariat qui n'a pas le choix que d'être là. Et comment on fait en sorte qu'on garde une forme de mixité, de cohérence sociale. Pour faire ça, il faut être courageux. Il faut être courageux et poser notamment la question des conditions écologiques et d'habitabilité, j'en ai parlé, mais aussi des conditions économique de survie de toutes ces populations. Et moi, je suis, à titre personnel, exaspérée par une certaine partie de ma famille politique qui a une sorte d'esthétique de la pauvreté dans son approche de ces sujets-là. On est à Marseille, une ville où on est 80% de population éligible au logement social. Donc si tout le monde fait sa demande, demain, c'est la grosse cata, on est 80%. Par chance, seulement 40 000 demandeurs de logements sociaux ont fait leur demande. Donc actuellement, il y a 40 000 personnes qui ont fait une demande pour avoir un logement social. On est incapable structurellement, pour des tas de raisons du passé et du présent, de répondre. On autorise en moyenne 3 000 logements par an, 3 500 les bonnes années comme l'année dernière. Donc il faudrait pendant plus de 10 ans ne faire que du logement social dans toute la programmation de logement de la ville pour répondre aux 40 000 d'aujourd'hui. Et puis les 40 000 d'aujourd'hui, c'est pas les 40 000 de demain, et tout ça va aller crescendo. Et donc il y a, y compris, je vous le dis en toute franchise, y compris dans ma famille politique et mes camarades, des discussions en disant mais il y a 40 000 demandeurs de logements sociaux, il faut construire 40 000 logements sociaux. C'est impossible en réalité. Et moi je crois qu'il faut arrêter de considérer ces personnes comme si leur essence était d'être des demandeurs de logements sociaux. Des demandeurs de logements sociaux, c'est nous tous dans cette pièce demain, parce qu'on perd notre boulot, parce qu'on a un accident de la vie, parce que notre situation familiale évolue. Donc ce n'est pas leur essence d'être des demandeurs de logements sociaux. Ce qui les caractérise, c'est une situation sociale et économique de fragilité qui fait que pour accéder à un logement décent, il faut qu'ils passent par la case logement social. Ça fait voir le sujet complètement différemment. Et donc l'enjeu sociétal, c'est quoi ? C'est comment on fait en sorte qu'il y en ait moins. Pas comment on fait en sorte qu'en face de chaque demandeur, il y ait un logement social, dans une espèce de logique vertigineuse de l'offre et la demande sempiternellement, et quel est le projet de société derrière ? C'est comment on attaque les racines, c'est-à-dire la pauvreté structurelle et endémique qui se reproduit de génération en génération, parce que quand on grandit dans un ghetto où il n'y a pas d'autre espoir que de vendre de la drogue pour s'en sortir à peu près, on est condamné à ce cycle infernal de reproduction de la pauvreté. Et moi je crois que là-dessus, il faut avoir le courage, y compris le courage du coup de se dire que quand on parle justice environnementale et habitabilité, en fait on pose aussi cette question-là de comment on se donne les moyens sociaux et économiques de permettre aux populations de s'émanciper, de n'avoir que le logement social comme horizon, de s'émanciper, de n'avoir que l'emploi donné par tel élu du quartier qui a le bras long et qui pourra donner une petite subside. Parce que toutes ces logiques-là de ghettoisation prolongée dans la durée, elles sont, en tout cas à Marseille, clairement le fait de relations structurelles, de rente entre les élus locaux, qui sont d'ailleurs souvent de ma famille politique, et les habitants, dans une relation où la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, et donc on est dans une forme de codépendance et de rente situationnelle de la pauvreté structurelle. Et pour moi,
se donner un projet d'habitabilité pour une Marseille 2050 où la pauvreté aura reculé. C'est pas dire qu'on aura exclu les pauvres, c'est se dire qu'on aura activé tous les leviers. Et oui, c'est compliqué, c'est le travail social, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est mobiliser les entreprises pour qu'elles embauchent des jeunes issus de ces quartiers pour recréer de l'espoir et de l'émancipation. Ça veut dire aussi desserrer les grands ensembles HLM qui, à Marseille, sont complètement dingues. On a des arrondissements entiers, on est à 60% de taux de logement social et d'autres, on est à moins de 10%. Et donc, il faut éclater ces grands ensembles pour créer du logement social à petite échelle qui permet aussi de desserrer les fonctionnements clientélaires qui gangrènent notre ville et qui continuent à la gangréner. Dernier point, et je sais que je suis très longue, Franck me taquinait en me disant « vous devriez être préfète », évoquant probablement Marie Lajus au passage. Je crois qu'il faut, quand on est élu local, savoir parfois un petit peu résister à l'État, je vais le dire de façon pas très politiquement correcte. L'État est singulièrement condescendant quand on est élu local. C'est un peu étonnant. Et l'État est le champion des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il faut construire toujours plus, c'est la catastrophe, le logement. Mais attention, submersion marine, mais attention, zéro artificialisation nette, et attention, le climat, et attention, etc. Et donc, je crois qu'il faut parfois assumer de tracer sa ligne et de dire, bah oui, il y a des dispositifs législatifs qui seront là, il y a des façons de voir, et j'ai beaucoup vexé mon préfet en disant que sur certains sujets, je trouvais qu'il avait 40 ans de retard dans sa pensée de l'urbanisme. Mais je crois qu'il faut oser et qu'il faut, pour une ville comme la nôtre, s'accrocher et trouver des alliances dans le territoire, des alliances au-delà pour sortir de l'insularité de la pensée. Marseille est une ville très complexée qui pendant longtemps a vécu un peu loin des réseaux et je crois que c'est important pour nous de nous remettre dans la scène nationale, d'échanger avec vous en fait partie pour se réaccrocher sur des logiques de pensée qui nous aident à avancer et avoir le courage de faire sur notre territoire. Pour finir, on n'est pas Jésus mais on essaye de faire le job. Voilà.